Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Donc dans ce podcast, ça commence super bien. Dans ce podcast, j'aimerais parler de différents thèmes qui seront assez larges et qui pourront atteindre plusieurs domaines de votre vie, mais qui va parler plus globalement de la vie en général, puisqu'on va parler de bonheur, de simplicité et de minimalisme et comment l'un peut être lié avec l'autre et peuvent être des outils pour atteindre l'autre. Dans le sens où le minimalisme et la simplicité, ce sont des choses qui m'aident pas mal à mieux me sentir, que ce soit chez moi ou à l'intérieur, on va dire, et à faire ce que j'ai envie de faire en fait. Donc tout d'abord, première question, pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler? Parce que c'est un sujet qui me touche pas mal. C'est quelque chose que j'explore en ce moment, sur lequel je lis pas mal soit de livres, soit d'articles, soit je regarde des vidéos, etc. Et en parlant de ça justement, il y a une personne parmi vous qui a dit que grâce à l'une de mes vidéos, qui est assez ancienne maintenant, elle avait découvert le podcast The Minimalist, qui est tenu par... Alors il y a Joshua Phil Milburn, et je me rappelle plus du nom, Ryan Nicodemus, qui sont deux Américains, si je ne me trompe pas, et qui tous les deux ont un blog et font des vidéos, et on fait aussi un documentaire qui s'appelle Minimalism, et qui parle de tout ça en fait, qui vont voir différentes personnes qui vivent de façon minimaliste, pardon. Donc il y a différentes choses par rapport à ça, il y en a qui vivent dans des toutes petites maisons, il y en a d'autres qui vont être, comment dire, des artistes ou des scientifiques, qui vont exploiter le minimalisme et l'utiliser dans leur vie pour pouvoir écrire, pour pouvoir étudier, pour pouvoir enseigner. Parce qu'il n'y a pas forcément un domaine précis d'application, c'est vraiment une sorte de mode de vie et chacun peut avoir son minimalisme à lui. Donc voilà, petit aparté par rapport à ça. C'est un peu grâce à eux que j'ai découvert le minimalisme, mais aussi grâce par exemple... Alors comment est-ce que j'ai découvert ça? Je sais plus exactement qui, mais j'avais vu des vidéos à ce propos. Et justement, le documentaire Minimalism, il est disponible sur Vimeo. Donc si vous allez sur Vimeo et que vous tapez Minimalism, vous devriez tomber dessus. C'est une vidéo qui est payante, mais je crois que pour 2-3 euros, vous avez le streaming. Donc ça peut être intéressant de le regarder pour commencer. Donc le minimalisme, en soi, ça peut être vu comme le fait d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire d'avoir le minimum possible selon les besoins qu'on a et de ne pas en avoir plus parce qu'on n'en a pas besoin de plus. Donc ça peut aller sur différents domaines, comme par exemple chez soi. Je vois que chez moi, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu le bordel même avec pas grand-chose. Donc c'est un truc que je vais essayer d'arranger parce que même en n'ayant pas beaucoup de trucs, j'arrive quand même à en foutre partout. Donc c'est pas forcément l'idéal. Donc ça peut être à partir de ça. Ça peut être aussi le minimalisme, on va dire, intérieur, dans le sens être seul avec soi, juste observer ses pensées, avoir du recul sur ce qu'on fait, avoir plus d'observation sur le ressenti qu'on a. Donc ça, c'est surtout grâce à la méditation qu'on peut avoir ça. Ce que j'essaie d'appliquer un peu, j'ai du mal aussi parce que il faut pas mal d'autodiscipline et que j'ai du mal à tout faire en même temps. Mais vous inquiétez pas, je suis pas dans le même état que dans le podcast de la semaine dernière où j'étais un petit peu dans le mal, si on peut dire ça comme ça, parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais l'impression qu'il y avait trop de trucs à faire en même temps et que ça allait pas, que j'arrivais à rien. Alors que là, par exemple, bah, je viens d'essayer de faire une peinture, comme je suis en train de suivre un cours de peinture, si vous le savez pas, vous allez voir la vidéo qui s'appelle Peindre avec les couleurs et la lumière, qui est sortie pas longtemps avant ce podcast. Donc j'étais en train de faire une peinture en rentrant, et j'ai pas réussi à la finir, et finalement c'est pas grave. Donc je vais juste peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer en quoi c'est compliqué et que c'est pas forcément facile, c'est simple, mais c'est pas forcément facile de faire ce genre de choses. Donc voilà, il faut aussi accepter les choses comme elles viennent, ça fait partie aussi du mode de vie qui peut aller avec ça. Le fait de se dire que, bah voilà, il faut rester simple, aller à l'essentiel et se dire que ce qui nous arrive, on a parfois du pouvoir dessus, parfois pas de pouvoir dessus, et dans tous les cas, la différence va être faite selon le fait qu'on réagisse d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est pour ce qui est du minimalisme appliqué dans sa vie. Donc je l'applique par rapport aux objets que j'ai, par rapport au fait que je réfléchis de plus en plus avant d'acheter quelque chose. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est juste un caprice, un désir comme ça qui va disparaître ensuite dès que j'aurai l'objet en question? Oui, iPad, c'est à toi que je pense. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'hésitais à m'acheter une nouvelle tablette pour dessiner. Je me rends compte typiquement que ça me serait utile, parce que globalement, c'est un peu chiant d'avoir cette Cintiq branchée à son ordi pendant qu'on essaye de dessiner ce qu'on voit à l'extérieur, et un point de plus pour me dire qu'une tablette serait intéressant, mais je vais attendre encore un petit peu pour me décider. Parce qu'en soi, avoir des objets, c'est pas forcément ne pas être minimaliste. Pourquoi est-ce que je dis minimalisme à chaque fois? Avoir des objets, c'est pas forcément ne pas être minimaliste. Parce que être minimaliste, le but, c'est pas d'avoir trois objets chez soi et puis c'est tout, quoi. Le but, c'est simplement d'avoir ce dont on a besoin et pas plus. Donc pour certains, par exemple, avoir beaucoup de livres, ça va être intéressant. Personnellement, j'ai beaucoup de livres. Bon, en tout cas, j'en ai pas mal, que ce soit sur le dessin, sur la peinture, des BD, etc. Avoir beaucoup de DVD, certains, ça va être leur truc.
Donc ça veut pas dire, ou beaucoup de jeux vidéo, ça veut pas dire que ça doit partir. Ça veut juste dire qu'il faut vraiment réfléchir à si vous en avez vraiment besoin et si ça apporte quelque chose d'important dans votre vie. Globalement, c'est ça. Vous allez réfléchir à ce qui vous apporte le plus dans votre vie et garder seulement ça et puis virer le reste d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est pour ce qui est du matériel. Ça marche aussi par exemple pour les artistes. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tous les outils que vous avez? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 12 000 tonnes de carnets comme j'en ai? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez besoin d'acheter des nouveaux outils, des nouveaux crayons alors que vous n'avez pas encore fini les précédents? Et ça marche aussi dans, comment dire, dans le mode de vie créatif, dans le sens où vous allez avoir, à mon avis, plus d'espace pour réfléchir, pour avoir quelque chose de concentré, dans le sens où vous allez réfléchir à ce qui se passe plutôt en vous ou dans les choses que vous voyez, mais sans être encombré rien que visuellement par tout ce qu'il y a autour de vous. C'est l'une des questions que vous m'avez posées quand je vous ai demandé si vous avez des questions par rapport à ça, au minimalisme, etc. Vous m'avez demandé, alors je vais regarder directement dans mon téléphone, tiens. Donc je vais aller regarder les commentaires que vous avez mis. Comme ça, je pourrais aussi citer votre nom, etc. Alors, c'était Lexilan qui avait 2 questions. Est-ce que le fait d'être bordélique nuit à la créativité? On l'entend de tout, il faut avoir un bureau bien rangé, sinon on est trop vite distrait. Les personnes bordéliques auraient tendance à être plus créatives. Donc quel est mon avis sur le sujet? Donc on va commencer par ça, parce qu'ensuite la deuxième question ça part sur un peu autre chose et on y reviendra plus tard. Donc est-ce qu'on peut être bordélique et créatif? Je pense que oui, parce que globalement on en a tous vu des ateliers d'artistes qui sont complètement blindés de plein d'objets de partout, que ça, il y a de la peinture, il y a du papier, il y a des livres qui traînent n'importe où. Donc effectivement ça peut être un truc qui va pas nuire à ta créativité mais qui va plutôt l'améliorer. En tout cas ça va être l'environnement dans lequel tu arrives à avoir des idées, parce que tu peux à n'importe quel moment aller prendre un livre, aller regarder à l'intérieur, ensuite le reposer parce que tu en auras peut-être besoin plus tard. Donc ensuite là ça va vraiment dépendre de toi, de la façon dont tu travailles, de la façon dont tu réfléchis, de la façon dont tu veux vivre, tout simplement. Parce que si tu as envie de vivre dans un, je sais pas moi, dans un endroit où il y a des choses qui traînent partout, parce que ça te permet de stimuler tes envies de créer, tes envies de dessiner, d'écrire, d'aller regarder plein de choses parce qu'il y a plein de choses autour de toi, ça peut tout à fait être une solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dégager et qu'il faut absolument vivre comme moi dans un appartement tout blanc, avec rien sur les murs, et juste quelques meubles, et du bordel actuellement qui traîne, mais c'est normalement non. Donc c'est pas forcément ça, on voit beaucoup de vidéos sur le minimalisme où les gens sont dans des appartements vraiment tout blancs avec juste quelques meubles, un ordi posé sur une table, et on a l'impression que c'est tout quoi. Ou un pot à fruits sur une table, on a l'impression que c'est tout. Et c'est pas forcément ça. Comme je vous l'ai dit, c'est aller à l'essentiel. Et si vous avez besoin d'être bordélique, si ça vous aide à faire quelque chose que vous avez envie de faire, à ce moment-là, c'est ok. Et si aussi vous avez envie de passer souvent l'aspirateur et tout, parce que ça va prendre la poussière à chaque fois, c'est ok, c'est vraiment comme vous voulez. Donc moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien avoir peu de choses. Ou en tout cas, qui aime bien avoir peu de choses encombrantes autour de moi, qui n'aime pas trop avoir plein de couleurs partout, qui n'aime pas avoir plein de choses qui traînent en permanence, plein de choses qui m'encombrent, rien que physiquement en fait, qui m'empêchent de marcher tranquillement là où je veux dans mon appartement. Donc tout ça, ça fait partie forcément je pense de ma personnalité, et à mon avis ça ne m'empêche pas d'être créatif, parce que je suis plutôt quelqu'un qui va être plus sur moi quand je suis en train de créer, c'est-à-dire que je vais plus pas me replier sur moi, mais vraiment être concentré, ou bien juste, pas forcément concentré, juste m'évader, ne penser à pas grand chose jusqu'à ce que certaines idées arrivent, ou aller juste me balader pour essayer de m'aérer et puis d'avoir de nouvelles idées, de noter des choses, d'observer le monde qui est autour de moi. Donc c'est plutôt là-dedans que je vais trouver mes idées. C'est plutôt là-dedans que je vais réussir à être créatif. Et c'est ma vision de la chose. Après, si vous avez besoin d'autre chose pour être créatif, à ce moment-là, il n'y a aucun problème et le minimalisme peut tout à fait être pour vous, même si vous êtes bordélique. Enfin, quoique là, c'est une question un peu plus tendue. Mais en tout cas, on va dire que la simplicité, c'est quelque chose qui me parle. Et ça parle certainement à beaucoup d'entre vous parce que ça a l'air de vous intéresser. Et certains d'entre vous m'ont dit que c'était intéressant quand on parlait de ça, justement. Quand on parlait de simplifier à la fois sa vie et de simplifier aussi que ce soit son mode de vie, c'est-à-dire la façon dont on régule nos journées, etc. La façon dont on travaille aussi. Mais aussi la façon dont on réfléchit à nos idées. Et la façon, également, c'est possible aussi, dont on dessine. Parce que ta deuxième question, c'était comment rendre ces dessins plus simples. Parfois j'ai des idées extrêmement simples qui me viennent en tête et j'ai l'impression qu'il suffit de 3 coups de crayon pour l'exprimer. Mais très vite je me perds dans tout un tas de traits et au final mon dessin manque cruellement de dynamisme à cause de tous ces traits. Donc voilà, c'est vrai que c'est un truc aussi.
Je parlais souvent dans mes vidéos de dessin où je faisais par exemple l'exercice 137 dessins en 4 heures, où je dessinais plein de choses et que je faisais seulement quelques traits sur une page à chaque fois. Je parlais du fait que je cherchais la simplicité du trait, dans le sens où c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, de facile à obtenir, mais il y aurait pas plus de traits que ce qu'il faut. Et je pense d'ailleurs faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps, sur le fait que dans mes dessins, globalement, ou en tout cas dans les dessins récents que j'ai montrés, que ce soit sur la chaîne ou sur Instagram, etc., il y a souvent beaucoup trop de traits, des traits qui servent à rien, des traits qui se passent les uns par-dessus les autres, ce qui fait que ça rend brouillé tout le reste. Donc tout ça, c'est pas la simplicité, c'est vraiment du bordel en fait, qui empêche d'avoir l'idée correcte. En tout cas, dans les dessins que je fais, c'est comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un dessin qui soit simple? À mon avis, il faut en faire beaucoup. Parce que c'est en faisant beaucoup de dessins qu'on va réussir à voir à quel endroit est-ce qu'on met trop de traits, à quel endroit est-ce qu'on divague, dans le sens où on va faire des choses qui ne servent pas. Ça va dépendre aussi du style graphique qu'on a envie d'avoir. Personnellement, un trait simple, ça m'intéresse. J'ai envie d'avoir quelque chose de sobre, comme Inktober par exemple, avec juste un fond blanc, quelques traits, quelques ombrages qui donnent une forme et qui font vivre quand même un personnage et une histoire sans forcément avoir de la surcharge partout. Et même typiquement dans le cours que je suis, donc avec Robert Kondo et Dais Tsutsumi, ça reste simple quelque part. Parce que c'est des concept art qui sont extrêmement épurés en quelque sorte, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de lumière, mais finalement tout va ensemble, tout est cohérent. Et c'est un mot qui est peut-être important aussi dans la simplicité, dans le minimalisme et dans le bonheur tout simplement, c'est l'harmonie. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez trouver un équilibre, que ce soit dans votre vie, entre votre façon de vous lever le matin, de manger, de faire du sport, de lire, n'importe quoi, de gérer vos journées, et votre façon de dessiner, d'avoir des idées, de peindre, de faire le montage de vos vidéos, ou d'exprimer vos idées dans un podcast comme moi assis sur un matelas à 18 heures. Tout ça, ça va créer une sorte d'équilibre et quand vous allez pas bien, c'est certainement que cet équilibre n'est pas totalement trouvé. Par exemple, de mon côté, j'ai l'impression que l'équilibre n'est pas totalement encore trouvé. Dans le sens où j'ai encore du mal parfois avec certaines de mes journées à me dire que les choses se répètent, à me dire qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je fasse ça, que ça m'oppresse quelque part alors que c'est des choses qui me plaisent au départ. Donc tout ça, c'est une sorte de recherche d'équilibre permanente, une sorte de recherche de l'harmonie, de ce qui va nous permettre d'atteindre une sorte de... ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Mais après, le bonheur, c'est une question qui est méga large, c'est vraiment très complexe. Enfin non. On va dire que c'est pas forcément facile. Ça peut être aussi compliqué à comprendre, mais en soi, c'est très simple. C'est juste l'état dans lequel on est quand on va se sentir bien. Et je suis plutôt de ceux qui essayent de comprendre dans quelles circonstances est-ce que je me sens bien, pour ensuite répéter les actions qui ont engendré ça. Dans le sens, s'il y a une journée où je suis vraiment, je sais pas moi, super en forme et que j'ai dessiné beaucoup de choses et que je suis complètement dans mes idées, que je suis complètement en train d'exprimer des trucs, que j'ai fait 3 vidéos d'affilée, que je me sens bien à la fin de tout ça et que j'ai senti que j'ai fait quelque chose de bien pour moi évidemment, parce que le bien, le mal, voilà, on va pas partir là-dessus. Bah, dans ces moments-là, je vais me demander, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça? Par exemple, est-ce que je me suis levé à telle heure parce que je me suis couché plus tôt la veille? Est-ce que j'ai mangé tel ou tel truc qui m'a donné assez d'énergie? Est-ce que j'ai marché, ce qui m'a permis de bouger un peu et puis d'avoir telle ou telle idée? Donc essayer de trouver ces étapes-là pour ensuite quelque part les reproduire et avoir, encore une fois, on va dire le cycle qui tourne, quoi, je sais pas comment dire ça autrement. Le fait que on sait qu'on peut avoir des idées plus simplement dans telle ou telle circonstance et de reproduire ces actions-là, ces attitudes-là, ces habitudes-là. Parce que justement, on n'en a pas encore parlé, mais l'habitude, ça va vraiment être un truc important, dans le sens où tout ce qui n'est pas essentiel, déjà, vous allez soit l'arrêter, vous n'allez pas le faire, soit vous allez faire en sorte que ça aille plus vite, soit que ce soit plus facile, mais le but, c'est vraiment d'aller là où il faut, directement. Ne pas passer du temps à faire des choses qui ne servent à rien, entre guillemets. Donc ensuite, je peux passer à une autre question. Et pendant que je cherche une question, je peux vous parler d'un auteur, enfin je sais pas si on peut dire qu'il est seulement auteur parce qu'il fait beaucoup de choses, mais qui s'appelle Pierre Rabhi. Alors lui, je sais pas à quel moment j'en ai entendu parler pour la première fois. Peut-être quand j'avais vu une conférence TED où le titre c'était Y a-t-il une vie avant la mort? Et il faisait une sorte d'allusion intéressante par rapport à la boîte, le fait que on est tout le temps dans des boîtes, on est sous un toit, on se met dans une boîte, ensuite on va travailler, on va dans une boîte, et en allant travailler, bah, on est dans une voiture, donc on est dans une boîte au milieu de plein de boîtes, et quand on veut se distraire le week-end, bah, on va en boîte, et qu'ensuite, quand on meurt, on nous met dans une nouvelle boîte. Ce genre de truc qui retourne un peu quand on l'entend pour la première fois, parce que bon, moi je l'ai très mal dit, mais quand il le dit, c'est beaucoup mieux raconté.
pour dire qu'il y a tout ce truc-là, quoi. Une sorte de cycle assez infernal qui nous bloque, qui nous perturbe, qui nous fait nous sentir pas bien. On a l'impression qu'on devrait se sentir bien dans ce truc-là parce que c'est censé être ça qui est bien pour nous. Dans le sens, on devrait être content d'essayer, enfin je sais pas, de travailler tout le temps pour gagner assez d'argent pour faire tel ou tel truc. On devrait être content de voyager, de voir ses amis le week-end. On devrait être content de pouvoir acheter ce qu'on veut ou d'avoir l'impression qu'on pourra acheter ce qu'on veut parce que ça va nous apporter un bonheur spécial. Mais tout ça, quelque part, ça peut être un peu du vent selon les cas. Donc ce sont des choses comme ça très intéressantes, je trouve, juste à vivre, à analyser, à étudier, à lire. Par exemple, je vous conseille un livre de Pierre Rabhi qui s'appelle... alors comment ça s'appelle? Vers la sobriété heureuse. Et c'est typiquement le genre de choses qui me parle. Le fait de vivre simplement, le fait de vivre. Voilà. Sans avoir plus, sans avoir besoin d'aller chercher je ne sais quoi, je ne sais où, de juste chercher en soi les choses qui sont déjà là et qu'on peut ensuite amener à la surface quelque part pour en faire quelque chose de bien. Donc ensuite, il y avait Fumble qui me demandait si la créativité c'était pas incompatible avec le minimalisme. Comme j'ai dit juste avant, je pense pas. Ça dépend ce qu'on appelle minimalisme. Si le minimalisme pour vous c'est vivre dans un cube blanc avec rien, ça peut nuire à votre créativité. Mais personnellement, il y a moyen que ça puisse aussi me stimuler et puis me forcer à penser à des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé sans ça. Donc à mon avis, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, je suis plutôt de ceux qui n'aiment pas être distraits par trop de choses et dont la créativité est stimulée par ce genre d'environnement. Ensuite, quelqu'un, c'est Alexis de Sabre, qui me demande si le fait d'être autodidacte rime avec simplicité, minimalisme, bonheur. Donc je pense que là, on est sur deux notions qui n'ont pas grand rapport, parce qu'en gros, autodidacte, ça veut dire que tu n'apprends pas en étant dans une école, mais plutôt en apprenant à travers des livres, des cours ailleurs, etc., à travers ce que tu pratiques, plutôt qu'à travers une structure comme une école. Mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre, la structuration, enfin la séparation entre école et autodidacte. Pour moi, les deux se mélangent et tu peux enfin, tu dois être autodidacte aussi quand tu es dans une école. Mais pour ça, je vous emmène plutôt au podcast qui s'appelait... comment il s'appelait? C'était École d'art ou autodidacte, comment choisir ou quelque chose comme ça. C'était un des podcasts précédents. Donc à mon avis, le fait d'être autodidacte peut rimer avec bonheur, simplicité, etc. Mais ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on agence notre vie pour ça. Et un autre truc aussi qui est important, c'est de ne pas se prendre la tête avec, avec tout ça, avec je suis pas assez minimalisme ou je suis pas assez heureux. Enfin, être malheureux de ne pas être assez heureux, c'est un peu un cycle qui va jamais s'arrêter. Et justement là, on arrive sur ce genre de questions. Donc, Rastapopoulo qui dit, y a-t-il des vies plus simples que d'autres? À mon avis, oui, dans le sens où, enfin, à chaque fois, ça va être la personne qui va percevoir la chose de telle ou telle façon, mais je pense que ma vie maintenant est certainement plus simple que la vie que j'avais avant. Dans dans certains points, en fait. Je me sens plus libre maintenant que je l'étais au moment où je faisais, par exemple, enfin, par exemple, où j'étais au lycée, ce genre de choses. Parce que, tout simplement, bah, les choses que je fais pendant la journée, même si je dois le faire parce que j'ai la nécessité de gagner de l'argent, etc., je suis pas forcé d'y aller dans le sens où c'est pas un truc qui me déplaît. Alors que quand j'allais en cours de, je sais pas moi, en cours de géo et en cours de physique, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Donc oui, je pense qu'il y a des vies plus simples que d'autres, des vies où il y a moins d'encombrement, mais après ça va toujours être relatif. Donc forcément, ça va être aux personnes de le dire à chaque fois, mais je pense qu'il y a des vies plus simples que d'autres, des types de vies plus simples que d'autres, qu'on peut décider d'adopter ou non. Peut-on être plus... Alors, peut-on être plus créatif ou moins créatif? Là, je comprends pas trop la question. Évidemment, on peut être plus créatif ou moins créatif. J'ai toujours du mal à me comparer avec les autres. On va dire qu'on peut être plus créatif ou moins créatif qu'à certains moments. Parce que là, je le dis peut-être à chaque fois, mais en gros, là, je suis en train de vous expliquer ce qui me vient en tête là maintenant. Donc, ça représente quelque part ce que je pense maintenant. Ça pourrait être différent dans quelques jours. Ça se trouve, dans une heure, je vais me dire que j'ai dit une grosse connerie et ça me fera bizarre. Mais en tout cas, tout ça, ça fait qu'on peut être plus ou moins créatif. Après, il y a encore cette question de talent ou pas talent, la question qu'on ait des aptitudes de départ et qu'on va ensuite développer avec l'apprentissage qu'on va faire partout. Qu'est-ce qu'une action créative Qu'est-ce qu'une action créative? Une action créative, à mon avis, c'est quelque chose qui va produire quelque chose. Enfin, tu vas produire à partir d'une idée que tu vas produire quelque chose. Que ce soit un dessin, que ce soit un écrit. Je parle pas forcément d'œuvre d'art, hein.
Mais que ce soit un dessin, un écrit ou même une parole, quelque part, certaines paroles peuvent être considérées comme créatives parce que tu vas avoir une idée que tu vas retranscrire par des mots pour exprimer un truc à une autre personne. Donc même ça pourrait être considéré comme créatif. Donc action créative, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme des actions créatives. Et justement ensuite, tu arrives à la question la plus importante. Quels sont les critères de jugement et qui est-ce qui arbitre? Donc qui est-ce qui dit si une vie est plus simple qu'une autre? Qui est-ce qui dit si quelqu'un est plus créatif qu'un autre? Globalement, enfin, c'est pas moi déjà. Et je pense que c'est personne. En tout cas, ça devrait être personne. Parce que dans le sens où vous n'allez pas pouvoir avoir quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas assez minimaliste, pas assez minimaliste avec un ste et pas un sme. Voilà. Personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas assez ceci ou assez cela. Ou en tout cas, s'il vous le dit, bah, il n'aura pas raison parce qu'il n'en sait pas plus que vous et il en sait même sûrement moins que vous par rapport à ce que vous ressentez. Donc tout ça, ça va dépendre de vous en fait. Vous allez être minimalisme selon vos critères, vous allez être heureux selon vos critères, et vous allez mener une vie simple selon vos critères. Parce que c'est un piège qui peut être assez important quand on essaye de devenir minimaliste, ou heureux, ou simple, ou n'importe. C'est qu'on va créer une sorte d'échelle de valeur en disant que telle ou telle personne est plus créative que telle ou telle autre, que telle ou telle vie est plus simple qu'une autre, et que du coup, on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas la vie la plus simple, et qu'on ne possède pas que 4 objets qu'on met dans un sac. Tout ça, ça peut créer des sortes de hiérarchies, même de compétition au sein des gens qui se disent minimalistes. Personnellement, je me mets pas dans un groupe, enfin, je suis forcément en disant ça, mais on va dire que je ne milite pas en me disant je fais partie du méga groupe des minimalistes, parce que ça voudrait dire qu'il y a forcément des règles précises, des choses à suivre, alors que non, c'est juste que je suis moi, et puis que j'aime bien ce genre de choses, et que je l'applique à ma façon, et à mon avis, vous devriez faire exactement la même chose. Donc ensuite, il y avait d'autres questions. Comme par exemple Sony, donc c'était la personne qui m'avait dit qu'elle avait connu Minimalisme, enfin The Minimalist grâce à l'une de mes vidéos, donc c'est vraiment cool. Je te salue depuis le nord de l'Espagne. Ouais, c'est un truc qui est vraiment bien aussi, ça, de voir à quel point il y a des gens de partout qui écoutent et qui regardent. C'est vraiment chouette. Alors ensuite, il y avait une question, depuis quand est-ce que tu t'intéresses au minimalisme? Et qu'en est-il de ton entourage? Comprennent-ils ta démarche? Bah en soi, c'est pas une démarche, comme je disais, je milite pas pour dire ça, ça se voit pas en tant que tel. Enfin, je sais pas moi, si quelqu'un vient chez moi, il va voir qu'il n'y a pas grand chose. Et voilà, je vais pas militer en disant je suis minimaliste, parce que si, parce que ça, je souhaite aller à l'essentiel, parce que si, parce que ça. C'est juste ma façon de faire, et là je le partage parce que je trouve ça intéressant, et qu'il y a certainement plusieurs personnes parmi vous qui pourront euh, peut-être pas ouvrir les yeux par rapport à ça, mais plutôt être intéressés, et avoir envie de mettre en place des trucs dans leur propre vie, je sais pas, de devenir plus organisé, de devenir plus simple, de se mettre à méditer, de se mettre à dessiner. C'est un peu le but aussi ici. Mais sinon, en soi, l'entourage, je sais pas, je pense pas que ça donne une image particulière dans le sens où ça pourrait causer des conflits ou quoi que ce soit. En gros, ça fait rien à personne, quoi. C'est juste un mode de vie comme ça. C'est comme si je disais, je sais pas, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais si je disais que du jour au lendemain, j'adhérais à telle ou telle religion, je sais pas si ça poserait un problème ou pas. En tout cas, dans mon entourage. Bon, c'est pas prévu, hein, parce que m'intéresse pas trop tout ça. Enfin, c'est pas, ça m'intéresse pas trop. Ouais, on va dire que c'est pas la question ici. Mais sinon, si là, je pense que cette question-là amène à se demander comment l'entourage peut réagir à ça. Comme par exemple, quand on va lui dire j'ai envie d'être artiste. Si on lui dit j'ai envie d'être minimaliste et qu'on commence à faire des actions pour ça, et qu'on change de, de mode de vie, voire pas de personnalité, mais de façon de faire, ça peut dérouter certaines personnes, je pense. Et après, c'est à vous de discuter à chaque fois pour savoir ce qui va le faire ou non, quoi. Comment vous allez pouvoir vivre tranquillement les uns avec les autres. Parce que le but, c'est pas non plus de créer des conflits, hein, c'est clairement pas ça. Et après, il y a une autre question. Donc celle-là, c'est la dernière question. Alors, où est-ce que c'est? Je sais que c'était dans Instagram. Voilà, donc petite question déprime, entre guillemets. Donc par Marius Mielkarek, qui me dit comment peut-on continuer d'être positif quand on a l'impression de stagner? Donc là, je sais pas si tu parles de création, donc d'art, etc., ou de la vie en général. Et je pense que le fait d'être positif, ça va dépendre de ton environnement. Donc ça va dépendre à la fois des personnes qui sont autour de toi, et à la fois des, des œuvres, des objets, des personnes, même à travers des vidéos, etc., qui t'entourent. Dans le sens où si tu veux
aller vers un point, enfin vers un certain état, le mieux c'est de t'entourer des personnes qui savent comment faire, ou en tout cas qui tendent aussi vers ça, ou qui y sont déjà. Dans le sens où elles vont te motiver, elles vont pas te brimer en disant que t'es pas assez fort pour faire ça, que tu sais pas faire ça, que tu n'auras jamais rien en faisant tel ou tel truc. Là, je pense aux études et aux métiers en particulier, parce que c'est souvent un truc qui est assez, comment dire, qui prête à conflit. Et ça, ben, c'est encore une fois, faut juste simplifier, quoi. Ne pas t'entourer de personnes qui sont, entre guillemets, toxiques. Des personnes qui vont juste te rabaisser, qui vont juste te dire que c'est pas possible. Ça peut être des personnes très gentilles aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est que, par exemple, ça peut arriver que tes parents te disent ne fais pas telle ou telle chose. Soit parce qu'ils en ont peur. Enfin, non, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Je pense que même s'ils le disent de façon agressive et que ils te disent non, tu feras jamais ça parce que machin, machin, à mon avis, ce sera parce qu'ils ont peur de ce qui va t'arriver ou parce qu'ils ont essayé ça et qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils ont peur que tu ne réussisses pas non plus. Donc tout ça, on va dire les personnes qui sont motivées juste par la peur de quelque chose en fait. Les personnes qui ne sont pas positives dans le sens où elles n'essayent pas d'aller vers l'avant ou en tout cas elles n'essayent pas de vivre sereinement. Et elles sont apeurées par quelque chose et c'est pas grave. Il faut juste leur dire que bah ça va aller et que c'est possible de simplifier tout ça, d'avoir un mode de vie serein. Et c'est vraiment le sujet du podcast ici, c'est avoir un mode de vie serein, c'est-à-dire se lever en étant content de ce qu'on va faire, savoir profiter aussi du présent, parce j'en ai pas parlé là pour l'instant dans le podcast, mais le minimalisme ça me permet ça aussi, je pense que c'est lié parce que c'est arrivé à peu près au même moment. À partir du moment où je me suis concentré sur l'essentiel, où je me suis concentré sur les choses que j'avais envie de créer, de partager, les personnes avec qui j'avais envie d'être, et seulement elles, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me concentrer aussi davantage sur le présent, à ce que je vivais en ce moment, à l'expérience que j'étais en train de ressentir actuellement, et à moins me baser sur le passé, et à moins, quelque part, prévoir le futur. Et c'est un truc que j'ai ressenti pas mal en fait. Et ensuite, en écoutant le livre qui s'appelle Goodbye Things, je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est un auteur japonais. Vous trouverez le livre audio qui en entier, il dure 4 ou 5 heures, je crois, sur YouTube. Donc Goodbye Things. Et dans le livre audio que j'ai écouté, justement, il disait qu'il n'arrivait plus trop à se projeter dans l'avenir. Dans le sens où il était comme bloqué dans le présent. C'est pas un truc négatif, hein, mais qu'il était presque juste en train de vivre ça et qui s'était déconnecté du fait de se projeter tout le temps dans qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment ça va faire ça et puis ça et puis ça et puis ça. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme moi. J'ai de plus en plus de mal à me projeter et à savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que je suis tellement en train de me dire, ok, il se passe ça aujourd'hui. Je suis en train de ressentir ça maintenant. Je suis sur un matelas, le matelas est mou, je suis juste au calme comme ça en train de discuter. Enfin, en train de discuter, en train de parler. Même si je considère que c'est un peu discuter. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Et essayez de faire des podcasts une fois, vous allez voir, c'est un peu particulier de parler tout seul chez soi. Avec un casque, comme s'il y avait quelqu'un d'autre devant, alors qu'il y a personne. Ouais. Donc voilà, c'est la capacité de se projeter dans le futur, je l'ai un peu perdu quelque part. Donc c'est comme si j'avais perdu une compétence pour en gagner une autre. Dans le sens où maintenant je suis beaucoup plus concentré sur ce qui se passe. Et ça me permet d'être beaucoup plus heureux, tout simplement. Parce que, à mon avis, les malheurs qui vont. Si on se met à ressasser les malheurs du passé, si on se met à ressasser les malheurs du passé, il y avait beaucoup de C. Enfin, il y en avait que deux en fait, mais c'est pas grave. Donc si on se met à réfléchir à ce qui s'est mal passé dans le passé, parce que c'est le passé, tu vois, c'est déjà passé, quoi, hein. On va juste vivre à l'intérieur de ça et on va avoir du mal à s'épanouir quelque part. Et si on se met à penser au futur, on va pas forcément penser qu'aux bonnes choses du futur, on va penser aux mauvaises nouvelles qui vont se passer plus tard. Et dans le livre aussi, je sais plus de qui était la citation, enfin je crois que c'était là-dedans, qu'en gros ça disait que si on ne se concentrait pas sur le présent, on était en train de penser à la vaisselle qu'on n'avait pas faite. Non, on était en train de au lieu de juste faire la vaisselle d'aujourd'hui, voilà, on va dire ça. Au lieu de juste faire la vaisselle d'aujourd'hui, on pensait à la vaisselle qu'on avait faite hier, tout en pensant en même temps à la vaisselle qu'on aurait à faire demain. Donc en gros, on est encombré de ça et on se met à penser aux problèmes qu'on va avoir demain, alors qu'on les a pas encore. Donc l'exemple de la vaisselle est assez parlant, je trouve, parce que c'est la saleté à nettoyer, quoi, on va dire. Et à mon avis, se concentrer sur les bonnes choses, enfin sur les choses essentielles pour vous, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre cet état-là, cet état de je vis dans le présent
cet état de je suis juste en train de faire ça en ce moment, il n'y a que ça qui compte et pas autre chose parce que tout le reste, bah, ça n'existe pas, je ne suis pas en train de le percevoir, donc ça n'existe pas, ça n'existe que soit dans dans mes souvenirs, donc des neurones dans le cerveau qui vont se toucher pour faire un truc, soit dans une projection, avec pareil des neurones dans mon cerveau qui vont se toucher pour faire un truc. Et quelque part, le présent aussi, c'est ça, c'est juste des connexions qui se font et qui nous montrent... voilà, je vais partir encore une fois dans un truc relativiste et tout, mais qui nous montrent, là, qui nous font ressentir là, la couette que je suis en train de toucher là maintenant, qui me font entendre les bruits que j'entends, qui me font voir ce que je vois. Et tout ça, c'est juste une perception de son cerveau, et tout ce qu'on peut faire, c'est juste réagir de façon contrôlée à ce qui se passe. Ça veut pas dire moins ressentir, ça veut juste dire mieux contrôler ce qui se passe, mieux contrôler notre réaction, ça veut pas dire contrôler ce qui se passe, tout simplement pour être heureux avec ça. Donc c'est là-dessus que je voulais vraiment faire ce podcast-là. J'ai pas vraiment donné d'astuces globales par rapport au minimalisme. En gros, il y a plein de choses, il y a plein de ressources partout. Vous pourrez vous tapez minimalisme, que ce soit sur Internet en général ou sur YouTube, et vous allez tomber sur plein de vidéos de personnes qui vous expliquent concrètement comment faire, c'est-à-dire faire des listes des choses qu'on a et ensuite dégager ce qui n'est pas assez essentiel et ensuite garder telle ou telle chose et réfléchir à telle ou telle chose. Et tout ça, c'est plus des astuces que vous allez avoir en ayant cet état d'esprit-là. Donc par rapport au fait d'être créatif durant une vie simple et heureuse, je dirais simplement de vous demander ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont les personnes qui comptent vraiment pour vous, quels sont les objets qui comptent vraiment pour vous, quelles sont les idées, les principes, les valeurs qui comptent vraiment pour vous. Et concentrez-vous sur le fait de créer des habitudes autour de ça et de juste être présent pour ces choses-là parce que c'est ça qui compte pour vous. À mon avis, c'est vraiment ça qui va résumer à la fois toute la pensée, en tout cas ma pensée par rapport au minimalisme, à l'essentiel, au bonheur, c'est le fait que tout se passe maintenant. Le bonheur, c'est pas demain, c'est maintenant parce que vous allez vous dire que telle ou telle action, que telle ou telle émotion, que tel ou tel comportement va vous donner une relaxation, c'était pas facile à dire, va vous donner quelque chose de positif et de bien, de serein, d'apaisant. Et c'est ça le bonheur, c'est juste d'être bien avec la personne qu'on est aujourd'hui, dans l'endroit dans lequel on vit aujourd'hui. Et même quand c'est difficile, il y a toujours moyen de s'adapter et d'être quand même bien, d'avoir de la gratitude et d'être bien là où on est maintenant. Donc je vous laisse réagir à tout ça dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de réflexion pour la suite et aussi envie peut-être de passer à l'action et de juste commencer à vivre, tout simplement, à vivre consciemment et à bien réfléchir à ce qui vous tracasse et à vous dire est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas un faux problème, est-ce que je pourrais pas être heureux même avec, je sais pas moi, ces mauvaises notes, même avec le fait qu'on m'ait volé mon vélo, enfin je sais pas, des conneries comme ça qui parfois peuvent rendre un peu dingue. Ou même des problèmes beaucoup plus compliqués que ça, mais ça j'en vis pas, donc je peux pas donner de leçons sur des choses que je vis pas, parce que j'ai pas ce genre de tracas là. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à poser vos réflexions par rapport à ces concepts-là, et aussi à partager pourquoi pas des ressources, donc que ce soit des auteurs, des vidéos, des articles, des choses qui vous ont inspiré, qui vous inspirent encore et qui pourront inspirer d'autres personnes. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Je suis désolé, j'ai le nez un peu bouché, donc je pense que ça s'est un peu entendu. Et d'ici là, comme d'habitude, évidemment, créez vos images et racontez vos histoires.